Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler caméra 360. Lors de l'IFA 2017 à Berlin, j'ai pu récupérer la dernière caméra 360 de Kodak, la Pixpro 4K VR 360. Bon, ils ont renommé en Orbit 360 aujourd'hui parce que c'était vraiment trop compliqué à dire. Bon, déjà, comment ça fonctionne la vidéo 360? En fait, les caméras de ce style, ce n'est jamais un seul capteur, mais au minimum deux, mais il peut y en avoir bien plus, on en reparlera un petit peu plus tard. Ce que ça va faire concrètement, c'est que ça va prendre l'image de chaque capteur et derrière les stitcher, c'est le mot qu'on utilise pour dire les assembler, pour avoir notre fameuse vidéo ou photo en 360. Comme je le disais, sur celle-là, il n'y a que deux capteurs, mais c'est possible qu'il y en ait bien plus, 8, 16. Mais en général, quand il y a autant de capteurs, c'est parce qu'on utilise des caméras qui ne sont pas faites pour ça à la base, et du coup, c'est extrêmement encombrant. Derrière, il suffit juste de dire à notre logiciel qu'on fait de la vidéo 360 et hop, ça fonctionne. C'est pas vraiment compliqué côté utilisateur. Bon, maintenant qu'on a vu très rapidement comment ça fonctionne, parlons de cette fameuse caméra. Avec cette caméra, on va donc avoir deux lentilles, pour justement pouvoir les assembler et avoir cette fameuse vidéo 360. La lentille front fait 180 degrés et la lentille dôme fait 235 degrés. C'est normal que ça dépasse les 360, on verra plus tard parce que ça permet de faire des correctifs. Il est d'ailleurs possible d'utiliser chaque capteur de manière indépendante pour ne pas soit surcharger la carte SD, soit trop utiliser la batterie. Bon, après c'est sûr, si on fait ça, on perd tout l'intérêt de la vidéo 360. Au niveau prise de main, c'est très simple, il y a juste un bouton sur lequel appuyer et hop, ça fonctionne, il n'y a vraiment rien de plus. Et ça va donc directement lancer l'enregistrement avec les réglages qu'on a choisis sur la caméra. Il est aussi possible de la contrôler depuis son téléphone avec une application dédiée. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que la caméra va carrément émettre son propre réseau Wi-Fi sur lequel le téléphone va pouvoir se connecter. Grâce à ça, ça nous permet d'avoir une meilleure ergonomie avec les différentes options, mais surtout d'avoir un retour en temps réel de ce qu'il se passe. Bon, évidemment, c'est pas la qualité que ça va ressortir, là la qualité est beaucoup plus faible parce qu'on est en streaming direct entre la caméra et le téléphone. Néanmoins, ça peut éviter les mauvaises surprises lorsqu'on va les voir sur notre ordinateur plus tard. Ça permet aussi d'avoir plus d'options comme la balance des blancs, le nombre d'images par seconde au détriment de la qualité bien sûr, ou bien quelques modes prédéfinis. Par ailleurs, une fois ces plans filmés, on va pouvoir les exporter sur notre ordinateur et les traiter grâce à un logiciel qui est fourni avec la caméra. On va donc pouvoir changer le mode d'exportation, par exemple en vrai 360, donc visionnable avec un cardboard, mais on peut aussi modifier l'image pour qu'elle soit accessible depuis un écran normal. Il y a par exemple le mode fisheye qui permet du coup d'avoir un fisheye logique. On a un autre mode qui nous permet d'avoir l'image plate et donc comme si on avait un très grand angle au final, ou bien le plus sympa des trois, le mode Little Planet qui fait, comme son nom l'indique, une petite planète en fait autour de notre caméra. Il est aussi possible de choisir le sens de la caméra pour notre stitching, mais surtout de régler l'étalonnage de notre objectif. Par exemple, pour lui dire si on avait un couvercle, le rayon de chaque lentille ou bien la position des points. C'est vraiment pratique qu'on puisse le faire après que ce soit filmé parce que si c'était le cas avant, on ne pourrait pas régler derrière l'étalonnage parce qu'il y aura forcément une ligne en fait sur notre vidéo 360. Et grâce à ce paramètre, eh bien c'est possible de focaliser un point et d'essayer de la rendre la moins visible possible. Car faut pas oublier qu'à la base, ce sont vraiment deux images qui sont collées. Pour ce qui est de la qualité vidéo, c'est pas non plus incroyable, mais pour une caméra 360 aussi petite, c'est ce qu'on retrouve de manière générale. Et le fait que ce soit de la 4K, c'est même primordial, voire pas assez, mais on en reparlera plus tard. Parce que la grande différence ici, c'est qu'on est zoomé sur notre partie de l'image lorsqu'on regarde en 360, et donc on a une perte de qualité bien plus violente que sur une image standard. Le fait d'utiliser un seul capteur, par ailleurs, ne change rien à la qualité, puisqu'on ne fait que la priver que d'une partie de son fonctionnement. Il est aussi possible de faire des diffusions en direct depuis la caméra. Il y a d'ailleurs un guide très simple de comment procéder avec OBS, que ce soit sur Facebook ou YouTube, qui sont les deux réseaux qui proposent le plus de possibilités en live streaming 360. Bon, évidemment, tout n'est pas rose avec cette caméra. Déjà, le premier point noir que je trouve à cette dernière, c'est son prix. C'est vraiment beaucoup trop cher. Ça coûte 500 € avec le prix de base, et on est 200 à 300 € plus cher que la concurrence pour une qualité qui n'est pas vraiment supérieure. Deuxièmement, je viens de parler des lives, mais c'est impossible de live depuis un téléphone. Le seul moyen de le faire, c'est depuis un ordinateur, alors que d'autres caméras le proposent depuis le smartphone. C'est un peu dommage. Néanmoins, je pense que j'ai la raison par rapport à ça, on en parlera un peu plus tard parce que là c'est plus les soucis par rapport à toutes les caméras 360. Un autre petit souci, c'est que la qualité des deux capteurs n'est pas la même. Et lors du fameux assemblage, on peut très clairement voir la ligne de découpage. Par exemple, sur ces plans de nuit, on voit vraiment la différence de grain à partir d'une des lignes malheureusement. Enfin, c'est bien que la caméra soit aussi petite, mais du coup ça empêche quelque chose, la stéréoscopie. Concrètement, c'est le fait que chaque œil va avoir une image différente. Là, vu qu'on a qu'une seule image pour les deux yeux, l'image sera forcément plate lorsqu'on la regardera. Le seul moyen de pallier à ça, c'est d'en avoir deux, mais comme je vous l'ai dit, ça coûte déjà 500 € pièce, ça revient vite très cher pour faire de la vidéo 360 amateur. Mais alors, est-ce que c'est vraiment tout ça qui justifie ce titre de vidéo? Eh bien, pas tant que ça, parce qu'au final, c'est pas vraiment cette caméra qui a vraiment beaucoup de soucis, mais c'est plus les caméras 360 en général. Par exemple, je vous parle de 4K, on peut croire que c'est génial et tout, mais en fait, pour de la 360, eh bien, c'est pas suffisant. Il faudrait même de la 8K et encore pour vraiment que ce soit agréable à l'œil et qu'on ne voit pas vraiment de perte de qualité.
HD. Et ça, bah ça coûte déjà extrêmement cher et surtout il faut un écran qui supporte la 8K. Ensuite, qui dit 4K voire même 8K, ça veut aussi dire bah il faut une connexion vraiment violente. Concrètement, si vous avez la DSL ou la 3G pour un téléphone, bah c'est mort, que ce soit pour download et encore pire pour l'upload. Vous allez avoir forcément des pertes d'image en regardant ce genre de contenu. Et si vous êtes diffuseur, bah c'est encore pire parce que ça veut dire coupure sur les lives, par exemple si vous faites des diffusions en direct. C'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas mis la diffusion en direct depuis un smartphone pour éviter les gens qui streament depuis la 3G ou la 4G et rendre la qualité de cette caméra vraiment ignoble. Ensuite, outre les problèmes de dalle et de connexion, il y a aussi les performances parce que là aussi le matériel est mis à mal. Est-ce que vous avez déjà essayé de lancer une vidéo 8K sur YouTube sur votre ordinateur? Vous allez voir que tout votre ordinateur va être en PLS cosmique parce que bah ça va lui demander énormément de ressources pour pouvoir la faire tourner, en plus du débit que ça va lui demander. Et là encore une fois, on n'est pas prêt. Et imaginez pas avec les smartphones parce que bien évidemment c'est encore pire. Toutes ces contraintes qui ne viennent pas de la caméra mais de l'utilisation qu'on veut en faire, bah du coup ça limite vraiment l'intérêt et c'est extrêmement dommage. Et là où le jeu en VR commence à évoluer parce qu'on a vraiment des casques dédiés à ça, bah concrètement ça c'est pour regarder avec un cardboard derrière et on perd tout l'intérêt de la qualité que ça peut donner, surtout qu'avec des sites comme YouTube il y a aussi la compression etc. C'est encore une fois dommage pour une caméra qui se veut grand public et c'est pour ça que c'est bien trop tôt pour les caméras 360 ou en tout cas qu'il n'y ait pas de grosse perte de qualité par rapport à une caméra standard comme celle que j'utilise actuellement. Et vous en pensez quoi des vidéos 360? La technologie n'est pas intéressante, c'est trop tôt? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu des familles qui m'aident énormément, de me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description et à partager la vidéo partout où c'est possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!